Bienvenue sur Enfin Bon, dans ce nouvel épisode où l'on va parler du Grand Prix d'Azerbaïdjan ce week-end. Grand Prix qui nous a offert une bataille épique entre Ferrari et McLaren et spécialement entre Oscar Piastri et Charles Leclerc. Et c'est Oscar Piastri qui en est ressorti gagnant. Et quelle victoire du genou qui s'affirme comme l'homme fort du moment et qui s'est offert probablement la plus belle victoire actuelle de sa carrière en Formule 1 pour le moment. Charles Leclerc un peu déçu, Ferrari aussi. D'autant plus déçu la Scuderia qu'il va y avoir cet accrochage malheureux sur lequel on va revenir entre Carlos Sainz et Sergio Pérez et une perte de points qui va coûter cher aux deux constructeurs. On va revenir aussi bien sûr sur la performance de Red Bull en général et de Max Verstappen en plus particulier. Max Verstappen en perdition totale ce week-end. Red Bull vraiment montre des signes de faiblesse très inquiétants. Et on est en droit de se demander justement si l'écurie va tenir jusqu'en fin de saison et si Max Verstappen va tenir. On savait que ce circuit il allait être en difficulté. On savait que l'écurie autrichienne allait être en difficulté. Mais là vraiment c'est très compliqué. Et puis, on finira avec la touche doux et la touche sœur et la touche douceur tout simplement. Et nous allons évoquer nos petits poulains, nos jeunes loups qui débarquent en Formule 1 évidemment. Franco Colapinto qui avait fait donc sa première pige à Monza et Oliver Biermann qui ont illuminé notre week-end. Oui, ils ont mis des paillettes dans les yeux, des lumières et tout ça. Nous allons en discuter parce que avec Enfin Bon, on en discute, on en parle, c'est enfin bon, bien sûr. Allez, on attaque tout de suite ce week-end de course donc en Azerbaïdjan avec la victoire d'Oscar Piastri. Et quelle victoire! Probablement sa plus belle victoire tout simplement. Et en même temps, il n'y en a eu qu'une autre et c'était celle qui est en Hongrie. On se rappelle qui avait été gâchée parce que Norris avait dû le laisser repasser, donc ça avait terni la performance de l'Australien. Là, c'est une victoire tout en force, tout en puissance, tout imposé en maîtrise. Quelle victoire franchement avec ce duel épique pendant des tours et des tours avec Charles Leclerc. On aura vraiment assisté à ce duel et puis un spectateur de qualité avec Sergio Pérez qui sera revenu ce week-end. On va y revenir sur cette petite performance et Oscar Piastri qui en sort vainqueur. Et pourtant, Oscar Piastri qui partait deuxième sur la grille, cette grille qui a été légèrement avancée, donc l'écart entre la ligne de départ et le premier virage était seulement de 90 mètres, ce qui laissait pas beaucoup d'espace pour même en cas de bon départ pour prendre l'avantage. Donc les positions sont restées assez figées. D'ailleurs, tout le monde est resté plutôt calme. On a assisté à un départ plutôt sage des pilotes. Je crois que c'était avant l'arrivée de la fameuse safety car à la fin du carnage Sainz-Pérez. Ça faisait, je crois, 7 Grands Prix qu'il n'y avait pas eu de voiture de sécurité. Donc on a quand même des pilotes assez calmes. On a besoin que de la nervosité reprenne. Là, ça va être drôle. Et Oscar Piastri, donc, qui s'est glissé à cette deuxième place. Globalement, tout le monde s'est orienté sur une stratégie à un seul arrêt. Charles Leclerc qui a démontré quand même un très bon rythme. Mais Piastri restait à une bonne distance. Et puis la fenêtre de tir s'est ouverte après ce premier arrêt. Premier arrêt que Charles Leclerc va effectuer un tour après Oscar Piastri pour couvrir Oscar Piastri. Il va ressortir devant. Seulement voilà, l'Australien va bénéficier, c'est vrai, de la chauffe de ses pneus beaucoup plus rapide par rapport à celui de la Ferrari pour mettre la pression sur Charles Leclerc. Et là, il va faire un dive bomb tout en contrôle. Une superbe manœuvre au premier virage que personne n'aura vu. Franchement, moi je regardais, je me suis dit il est loin, il va pas la tenter ou il va se louper. Et je crois que d'ailleurs après la course, les deux qui en discutaient, Charles Leclerc et Piastri, Leclerc lui a dit moi je pensais que t'allais pas faire le virage. En Azerbaïdjan, il prend l'aspiration et à la fin donc de la ligne droite, il fait un dive bomb à l'intérieur et il arrive à contrôler l'Australien et à prendre le virage. Et Charles Leclerc est surpris, tout simplement.
lui qui ne s'attendait tout simplement pas à ce que l'Australien tente une manœuvre, ou tout simplement que l'Australien tire tout droit, et ben il passe devant. Et pourtant, la bataille n'est pas terminée à ce moment-là. Hein. Et oui, parce que Charles Leclerc se dit, ok, il m'a passé, c'est pas grave, j'ai de la vitesse, je vais pouvoir venir. Seulement, voilà, le problème, c'est que Charles Leclerc va tenter, mais que astucieusement, Oscar Piastri va systématiquement défendre dans la ligne droite en se positionnant à gauche, en couvrant donc la position de gauche. Et en fait, Leclerc amènera jamais assez de vitesse à droite pour prendre l'extérieur et prendre le virage, tout simplement. Il va donc se faire refermer la porte systématiquement. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi que y a un différentiel quand même d'année en année sur le circuit, aussi avec l'orientation qu'ont pris ces monoplaces, avec un peu plus d'appui, un peu moins de vitesse de pointe, et puis il y a eu une uniformisation aussi des vitesses de pointe, même si là ce week-end quand même McLaren avait quand même une grande vitesse de pointe, et donc Leclerc était un peu plus en difficulté pour prendre l'avantage, mais c'était pas non plus un énorme différentiel. C'est que l'avantage en fait de l'aspiration de DRS sur ce circuit a été un peu lissé, parce que c'est vrai qu'il y a les perturbations aérodynamiques qui viennent un peu contrarier les monoplaces dans les virages, et du coup l'écart se creuse suffisamment pour éviter que les monoplaces se doublent. Donc il est devenu, en gros, l'explication, c'est que la conséquence en tout cas, c'est qu'il est devenu plus compliqué de dépasser en Azerbaïdjan que les années précédentes, on va dire. Et ça s'est ressenti sur l'ensemble du Grand Prix et sur la difficulté qu'a éprouvé Charles Leclerc à repasser Oscar Piastri, qui de toute façon a fait une superbe défense. Une victoire donc méritée pour l'Australien, et le week-end aurait été sublime, hein, évidemment, si Norris avait pu évidemment se mêler à la partie. Et pourtant, Norris a fait un superbe dimanche, mais la qualification aura fait extrêmement mal. Qualifié 16e sur la grille, Lando Norris, malheureusement, à cause d'un drapeau jaune, mais pas que quand même. C'est vrai qu'on lisait à gauche, à droite. Oh là là, c'est dommage parce qu'il y a eu une intervention du drapeau jaune qui a annulé son dernier tour lancé en Q1. Mais la vérité, c'est que Lando Norris, il s'est quand même mis dans cette position lui-même en n'assurant pas le coup sur ses 2 premières tentatives, sur lesquelles il aurait pu faire un gros chrono et se mettre un peu à l'abri dans ses qualifications. Il l'a pas fait, et dans un circuit de ville comme ça, tout peut arriver. Il y a eu un drapeau jaune, et Lando Norris, du coup, n'a pas pu concrétiser son dernier run où il était bien lancé, et il s'est retrouvé coincé en 16e place sur la grille, ce qui a fait extrêmement mal. Quand on voit évidemment la performance d'Oscar Piastri ce week-end, on est en train de se dire c'est dommage. Et pourtant, Lando Norris a fait une superbe remontée, à stratégie à un seul arrêt. Il avait un super rythme, particulièrement dans le dernier run. Une fois qu'il avait les gommes bien neuves, il est donc parti en pneus durs, il a allongé son relais, il est revenu, et puis une fois qu'il avait des pneus neufs, il est venu revenir, et il a déposé Max Verstappen. Rendez-vous compte, parti 16e alors que Max Verstappen était 6e. C'est dire désormais l'avantage qu'a McLaren sur Red Bull. Et ça, on va y venir tout de suite. McLaren est donc maintenant la nouvelle force du plateau. McLaren qui est donc premier du championnat du monde. Rendez-vous compte, on va faire une petite parenthèse quand même dorée pour rendre hommage à la papaya, à cette écurie extraordinaire, parce que dans l'histoire en fait des différents sports, et là dans l'histoire du sport automobile, McLaren vient de réaliser quelque chose d'exceptionnel quand même. McLaren qui reprend la tête du championnat, ça n'était pas arrivé depuis 2012. Ça, c'est aussi pour montrer à quel point l'écurie marque un énorme pas en avant et revient aux avant-postes. McLaren, c'est une écurie mythique qui avait ses grandes époques avec évidemment Lewis Hamilton, championnat du monde, et puis avec aussi les duels avec Prost, Senna. Mais là, véritablement, là où on est, et puis l'époque Häkkinen aussi, pardon, mais là où vraiment on est sur une autre dimension, c'est cet écart. Rendez-vous compte, l'année dernière,
en Arabie Saoudite en 2023, McLaren avait 0 point. C'est-à-dire qu'on était au 3e Grand Prix de la saison et l'écurie avait marqué aucun point au championnat du monde. L'écurie est passée de dernière du championnat avec 0 point et ce n'était pas des points qui étaient dus à un 0 pointé à cause d'accidents, à cause de circonstances particulières, c'était un souci de performance. Et maintenant, l'écurie, on vient de dépasser donc la mi-saison en 2024 et l'écurie est en tête du championnat du monde. Ce qu'a réalisé l'écurie McLaren, c'est extraordinaire dans l'histoire de la F1. Remonter un tel gap en si peu de temps, c'est tout simplement un travail qu'il faut féliciter l'écurie en général. Voilà, l'écurie qui donc reprend 20 points d'écart sur Red Bull, qui, on y vient, a souffert ce week-end. Et pourtant, le leader n'était plus Max, mais Sergio. Et ça moi, je le dis toujours, mais pour moi, c'est presque une évidence. Quand dans une team, il y a un vrai leader, c'est-à-dire qu'on a un pilote numéro 1 et numéro 2 qui se détachent, ce qui est par exemple pas le cas chez Mercedes, où je trouve que Hamilton et Russell font égal. Mais quand on a vraiment un pilote 1 et 2, quand c'est le numéro 2 qui est meilleur que le numéro 1, généralement, ça ne va pas. C'est que la situation, elle n'est pas bonne et on n'arrivera pas du tout à maximiser les points. Chez Red Bull, ce week-end, Max Verstappen en grande difficulté. C'est la première fois de la saison qu'on voit le Hollandais derrière Sergio Pérez en si grande difficulté. Le train arrière qui se dérobe, aucune adhérence, aucun rythme, en difficulté avec ses pneus. Et ça, la difficulté avec ses pneus, c'est quelque chose qui commence à être récurrent chez Red Bull et qui est assez inquiétant. Et dès les qualifications, on a vu un écart qui faisait peur, franchement. Sergio Pérez, donc, qui s'est qualifié à 4 dixièmes et demi de Charles Leclerc, Max Verstappen à 6 dixièmes et demi. Et le problème, le gros problème, c'est évidemment que cet écart significatif, il se retranscrit aussi en course le dimanche. Et Max, il n'était nulle part en grande difficulté. Donc, il a conservé cette stratégie à un seul arrêt, Max Verstappen, parti donc en pneu médium, il est reparti en dur et il s'est fait effacer par Lando Norris et je pense que ça fait très très mal. Norris parti 16e, qui a allongé la durée de ce vie en partant en pneu dur tout simplement. Et puis il est rentré plus tard, il a fini sur des pneus médiums frais et là il a déposé Max Verstappen. Et Max Verstappen n'a jamais été à la lutte. Et si Sergio Pérez et Carlos Sainz n'avaient pas cet incident, donc dans les derniers tours du Grand Prix où ils se rentrent dedans, Max Verstappen, il n'aurait pas fini 5e, il aurait fini 7e de cette course. Donc on a une vraie difficulté chez Max qui ne trouve pas de solution et le plus inquiétant, c'est évidemment qu'il y ait Sergio Pérez qui est fini assez facilement devant. Alors évidemment, on sait qu'à Bakou, le Mexicain est toujours en forme. C'est un circuit qui lui plaît beaucoup et un circuit où il s'est beaucoup illustré. Juste une petite parenthèse sur Max Verstappen, sur la course. Max Verstappen, une fois qu'il s'est fait déposer par Norris, on n'a plus trop suivi parce qu'on s'est intéressé à la bataille aux avant-postes. Max Verstappen, il a fini à 1 minute 17 d'Oscar Piastri. 1 minute 17. Et il finit, tenez-vous bien, quand Norris finit à 36 secondes. Donc, rendez-vous compte, Norris lui a collé 40 secondes. Il est parti 16e. Donc, Max Verstappen, il était nulle part ce week-end. Et puis, on est obligé, en plus, de revenir donc, sur cette catastrophe Red Bull. Évidemment, sur cet incident malheureux. Alors, on va tout de suite couper court sur une éventuelle polémique, mais voilà, Carlos Sainz et Sergio Pérez qui auront fait tous les deux un très beau Grand Prix. Sergio Pérez étonnamment plus rapide donc que Max Verstappen ce week-end sur un circuit qui lui plaît beaucoup bien sûr, qui a assisté de près, parfois de loin, à la bataille Oscar Piastri-Leclerc, mais toujours en restant à portée de tir, et qui a été quand même très précautionneux avec ses pneus aussi. C'est aussi une des clés de la bataille de Piastri-Leclerc. Leclerc l'a dit, en restant derrière Piastri aussi longtemps, à partir du 20e tour où il s'est fait dépasser, en fait, il a usé son train de pneus en roulant derrière Oscar Piastri, avec les perturbations aérodynamiques, et il n'a pas pu le repasser. Et Sergio Pérez, parfois, on a senti qu'elle allait laisser un léger écart avec Leclerc. Il s'est dit, je vais laisser se batailler, et puis je vais économiser mes pneus. Et on a vu qu'en fin de Grand Prix, il revenait sur Leclerc, qui va donner cette bataille où Leclerc va défendre sa position.
sur Sergio Pérez. Sainz va en profiter pour dépasser Pérez et Pérez va essayer de repasser Sainz et là va y avoir un incident malencontreux, ça se joue à une pomme. Allez, une pomme. Voilà, c'est l'écart, je pense, qui est entre les deux pneus qui aurait dû avoir et qui a pas eu. Voilà, les deux vont se rentrer dedans malheureusement, en plus en pleine ligne droite et vont mettre fin à leur belle course avant la fin de ce Grand Prix. Mais c'est pas ce qu'il faut retenir, je pense, parce que c'est un incident quand même malheureux. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que l'impact, il est énorme, et pour Ferrari, bien sûr, et pour Pérez, puisque les deux sont des pilotes numéro 2, c'est-à-dire qu'ils sont quand même loin de leur coéquipier au championnat pilote. Donc c'est surtout les points constructeurs qui coûtent cher, parce que Red Bull avait l'occasion de limiter la casse contre McLaren, et c'est pas le cas. Et Ferrari avait l'occasion évidemment de marquer des gros points et de rester au contact dans le rythme de McLaren et de venir dépasser Red Bull prochainement. Et là, c'est pas le cas. Donc un incident malheureux mais qui a de grosses conséquences. Allez, on fait un dernier petit point sur nos poulains, les petits, ceux qu'on a envie de caresser les cheveux et on leur propose des bonbons, on les fait monter dans la voiture et... Mais attends, faut pas faire ça. Hein. Ne suivez pas les enfants, ne suivez pas les adultes qui vous proposent des bonbons et vous font monter dans la voiture, ok ? Bon. Donc Franco Colapinto et Oliver Biermann, nos deux poulains qui se sont illustrés ce week-end. Donc Franco Colapinto qui a donc remplacé Logan Sargent, qui a eu des performances plutôt mauvaises et qui a eu des problèmes notamment d'accrochage et d'accidents qui ont coûté cher à Williams. Et Williams a donc dit dehors Logan, et on va recruter Franco Colapinto, donc, qui à Monza a fait une très belle course et a fini à la porte des points. Et qui, sur ce Grand Prix, au gré, c'est vrai, de cet accrochage, a pu marquer les points de la 8e place. Donc 4 points pour Franco Colapinto, c'est énorme, hein, c'est une très belle réussite sur ce Grand Prix. Et puis Oliver Biermann qui vient chercher le point de la 10e place. Et c'est nos deux rookies qui se sont illustrés. Et en plus de ça, Franco Colapinto et Oliver Biermann, mais ils étaient partis tout simplement 8e et 10e sur la grille. Donc finalement, ils ont fini à la même place à laquelle ils sont partis. Donc c'est une réussite pour les deux pilotes. Alors il va falloir bien sûr attendre les confirmations parce que les enflammades sur les premiers Grands Prix, on les connaît. J'ai déjà vu là sur les réseaux ou sur les différents médias Franco Colapinto, incroyable, il faut le mettre chez Audi, il faut absolument le faire signer. Biermann, ça va être un futur champion. Calmez-vous parce que les piges de Nick De Vries et compagnie ou d'autres, on en connaît des rookies qui sont venus, qui ont fait 3 bouts de course très bons et qui après se sont totalement effondrés. Donc avant d'évaluer bien sûr un pilote, je pense qu'il faut quand même prendre le temps d'attendre et voir les différentes courses, les différentes typologies de circuits. Et puis on va rappeler une chose, qui est un point qui est très très important, mine de rien. Il y avait une course ce week-end qui s'appelle la F2 et ces deux pilotes-là, ils sont en F2, Colapinto et Biermann. Ça veut dire qu'ils ont déjà couru en Azerbaïdjan, à Bakou, ce qui n'est pas le cas de tous les circuits. Donc il y a des circuits qui sont en commun sur la F1 et sur la F2 et sur la F3, et il y en a qui ne le sont pas. Et quand on arrive sur des circuits où les pilotes n'ont pas roulé, là on voit quand même une différence. Donc je rappelle que Monza c'est en F2 et que l'Azerbaïdjan, Bakou, c'est aussi en F2 et en F3 aussi. Donc ces pilotes ont déjà couru. Donc on va voir quand même comment ils vont s'en sortir sur des circuits où ils s'y sont jamais allés, pour trouver leur réglage, pour trouver leur repère. Pour s'illustrer en tant que pilote, comme on dit. En tout cas, c'est une belle réussite. On les a vus batailler avec Lewis Hamilton qui était en grande difficulté, mais Mercedes, encore une fois, très très compliqué ce week-end. George Russell l'a très bien expliqué d'ailleurs sur son premier train de pneus, il était à la rue. Et puis quand il est passé sur les durs, tout simplement, il avait un rythme très impressionnant et il revenait sur le trio de tête. Mais il avait pris tellement de retard avant que il n'a jamais pu vraiment se mêler à cette bataille. Voilà, Lewis Hamilton, lui, aura galéré parce que lui aussi, lui aura pris une pénalité de 10 places sur la grille, il sera retrouvé en fond de grille et puis finalement, il aura galéré à essayer de remonter tout le peloton pour finir à la 9e place. On notera quand même donc avec cette belle séance de rookies
Donc cette bataille Lewis Hamilton, Colapinto, Bierman, qu'il y a quand même la 7e et la 8e place de Williams, donc qui marque de gros points. 6 et 4, 10 points pour Williams, qui mine de rien repasse devant Alpine, qui est donc 9e des constructeurs. C'est donc la cata pour l'écurie française, tout simplement. Bon, avant de nous lancer donc sur le prochain Grand Prix qui arrive très rapidement à Singapour, on fait un petit rappel des points. Lando Norris a pu reprendre 3 petits points seulement à Max Verstappen, malheureusement à cause de donc ce problème en qualification. Il aurait pu faire mieux, c'est vrai, mais donc il y a 59 points d'écart. McLaren est devant avec 20 points d'avance et Ferrari a une trentaine de points de Red Bull. Donc ce trio tête reste très serré. Je vais faire une grosse aparté avant de basculer donc sur le Grand Prix de Singapour, qui est un circuit de ville où je pense que la bataille Ferrari et McLaren va être justement au pic de sa forme, et je pense que Red Bull sera en difficulté. Bon, ils le sont déjà, mais là je pense que c'est un circuit qui ne leur convient pas du tout. On va quand même revenir sur l'événement qui s'est passé en début de semaine dernière. C'est la signature d'Adrian Newey chez Aston Martin. Alors si vous ne l'avez pas vu passer, et pourtant il y a des articles dessus, Adrian Newey, c'est une légende tout simplement en termes d'ingénierie de Formule 1. Un concepteur aérodynamique de génie. Si vous voulez vous éclater, donc à regarder son parcours, cet homme-là, il est passé par Williams. Williams a été champion et Williams a conçu, avant de voir la Mercedes, l'une des voitures les plus dominantes de l'histoire de la Formule 1, avant l'ère évidemment de Mercedes avec Toto Wolff et Lewis Hamilton, mais ils ont eu une année de folie, je crois que c'est 96, où vraiment ils ont collé une seconde à tout le plateau. Et puis ensuite, il a été chez McLaren qui a vu donc l'époque Mika Häkkinen, champion du monde. Et puis ensuite, il a été chez Red Bull. Chez Red Bull, eh bien, on l'a vu. Chez Toro Rosso Red Bull, on l'a vu. Il y a eu l'époque de domination avec Vettel. Et puis Max Verstappen à nouveau. Donc c'est un concepteur de génie. Pour lui, c'est 12 championnats pilotes, 13 championnats constructeurs. C'est colossal. Cet homme est une machine de guerre. Quand il arrive dans une écurie, tout simplement, il conçoit une voiture de génie. Il arrive à exploiter, à trouver des idées de génie, à concevoir une voiture tout simplement en exploitant toutes les failles, parce que c'est le but quand même des règles qui sont données par la Formule 1, les règles qui régissent la conception aérodynamique d'une voiture. Et ben on essaye de trouver toujours la petite parenthèse, le petit trou dans la règle qui permet de concevoir un élément qui va faire la différence avec ses concurrents. Et ça, Adrian Newey, c'est un génie pour ça, tout simplement. Allez, en tout cas, c'est un énorme coup pour Aston Martin. Et mine de rien, ça fait beaucoup de planètes alignées pour Aston Martin, qui, pour moi, sera un concurrent extrêmement dangereux en 2026. Et allez, je me mouille, j'y crois. Je pense que Max Verstappen va quitter Red Bull pour aller chez Aston Martin. Et mine de rien, chez Red Bull, on pourra dire ce qu'on veut, mais depuis qu'Adrian Newey est parti il y a 6 mois, l'affaire Horner, c'était il y a à peu près 6 mois aussi. Comme par hasard, depuis, l'écurie est en perdition. Donc voilà, il y a des éléments qui s'alignent et à mon avis... Ça a du sens, voilà, tout simplement. Allez, on se donne rendez-vous à Singapour pour un superbe Grand Prix de ville. Et c'était avec Enfin Bion, bien sûr.